14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et on ne fait pas la sieste aujourd'hui puisqu'on va parler du sommeil. Et si vous voulez savoir comment bien dormir, eh bien il faut rester éveillé et nous écouter. En tout cas, moi j'ai toujours eu un excellent sommeil et dernièrement un médecin me disait que c'est sans doute pour cela que j'étais en bonne santé. Bon, je ne suis pas si sûre que ça, mais en tout cas, il semble bien que le sommeil soit réparateur et que le manque de sommeil nuise à notre système immunitaire. Pourtant, bien des Français sont en mal de sommeil, certains parce qu'ils ne respectent pas leur rythme, d'autres parce qu'ils font des insomnies à répétition. Donc je vous propose qu'on en parle de ce sommeil avec Sylvie Royan-Parola qui est spécialiste du sommeil. Alors que nous abordons ce sommeil, de quelle façon on va l'aborder? Combien d'heures de sommeil avons-nous vraiment besoin? Est-ce qu'il faut aider ses enfants à bien dormir? Est-ce que ça commence dès l'enfance, les problèmes de sommeil? Quels sont les solutions efficaces pour retrouver un bon sommeil et quelles sont les meilleures heures durant lesquelles il faut dormir? Est-ce qu'on dort mieux l'hiver? Tiens, par exemple, je me suis posé cette question. Est-ce que l'obscurité nous aidait à dormir? Enfin bref, moi j'ai plein de questions à poser. Je suis sûre que vous en avez aussi beaucoup à poser. Et donc, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Sylvie Royan-Parola, merci d'être avec nous. Vous étiez venue nous parler de votre dernier livre, Notre sommeil, une urgence absolue aux éditions Odile Jacob. Alors le titre montre bien que c'est essentiel de bien dormir. Tout à fait, absolument. C'est le tiers de notre vie, donc ça a vraiment un rôle important dans le maintien d'une bonne santé, justement. Et qu'est-ce que c'est vrai que ça nuit au système immunitaire de mal dormir? Entre autres, effectivement, le système immunitaire peut être touché, donc ça veut dire plus de sensibilité aux infections, par exemple, mais aussi, en tout cas pour les cancers hormonodépendants, plus de risques d'avoir des cancers, notamment quand on dort mal la nuit, qu'on est réveillé pendant la nuit et exposé à la lumière la nuit. Ça, c'est une chose qui va aller de pair avec plus de cancers du sein, normalement. Oui, donc on voit bien l'importance de bien dormir. Justement, je me posais la question en préparant l'émission, on dort mieux l'hiver ? Parce qu'il fait nuit plus longtemps. On dort mieux dans l'obscurité, ça c'est vrai, mais la particularité de l'hiver, c'est que les nuits sont plus longues. Et donc, on a vraiment noté qu'il y avait à peu près une demi-heure de sommeil en plus sur de grandes populations. Vous savez, avec les montres connectées, maintenant, on peut savoir quel est le temps de sommeil. J'en parle, donc elle se met à sonner. Et donc, on a des données sur des millions et des millions de personnes, et on a vu qu'en hiver, les gens dorment plus longtemps. Les gens dorment un peu plus. Oui, ce qui est un petit peu, ce qui se comprend quand il fait jour jusqu'à 10h du soir, on va peut-être rentrer manger plus tard et du coup se coucher plus tard. Donc là, ça, c'est des habitudes qu'on prend l'hiver et on rentre plus tôt. Et donc dormir dans l'obscurité, ça vous venez de le dire. Dormir dans l'obscurité, dans le silence. Pour revenir à l'obscurité, quand même, il y a des pièges dans une chambre. Hein. Vous avez toutes ces petites diodes lumineuses qui peuvent rester allumées, un peu comme ce qu'on a ici, et qui sont peuvent être tout à fait gênants pour le sommeil. Donc il faut être vraiment dans le noir. Bien sûr, avoir des volets, surtout si on est près d'un lampadaire ou une chose comme ça. Et le silence aussi. Le silence, ça veut dire essayer d'éviter les appareils qui font du bruit dans la chambre. Alors, bien sûr, si on a pas de chance de dormir à côté d'une cage d'ascenseur, ça c'est embêtant. Ou alors si on dort au-dessus d'une boîte de nuit, bruyante, ou des choses comme ça, on ne maîtrise pas. Mais dans la mesure du possible, faire le silence dans la chambre et porter des boules-caisses ou des bouchons d'oreille en général, si on a vraiment des bruits parasites. Comme quelqu'un qui ronfle à côté ? Ça peut aussi. Ça peut être très très agaçant d'ailleurs. Ah mais vous savez qu'un ronflement, ça va jusqu'à 99-100 décibels, donc c'est monstrueux comme bruit. Mmh. J'avais un patient, il était interdit, il était voyageur de commerce comme on disait dans le temps, et il y avait des hôtels qui lui avaient interdit de venir dormir chez eux. Parce qu'il réveillait les chambres voisines. Trop de bruit. Oui. Il réveillait les chambres voisines. Et puis, est-ce qu'il y a des heures où on dort mieux? Parce qu'on entend ça aussi, qu'il faut se coucher, que les heures avant minuit sont meilleures, sont plus réparatrices. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Alors, c'est pas vrai dans l'absolu, c'est qu'en fait le sommeil, il a une certaine
certaine organisation et que la première partie du sommeil, à partir du moment de l'endormissement jusqu'en gros le milieu de la nuit, on a beaucoup de sommeil profond. Donc c'est un sommeil qui est plus récupérateur. Et ce sera vrai si vous êtes couche-tôt, donc vous vous couchez avant minuit, et ce sera vrai si vous vous couchez à 1h du matin parce que vous êtes plutôt du soir. Mais c'est vraiment la première partie de la nuit est plus récupératrice, en tout cas sur le plan physique, sur le plan justement des défenses immunitaires aussi, mais pas nécessairement sur tout ce qui est équilibre psychique qui va beaucoup se faire au cours du sommeil paradoxal, qui lui va être plutôt dans la deuxième partie de la nuit. Et quand on commence à avoir une deuxième partie de nuit très fractionnée, souvent sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, on est plus instable. Autre question, on en parlait ce week-end avec quelqu'un qui a été infirmier, qui est maintenant à la retraite, mais qui faisait donc un peu les nuits, beaucoup les nuits, et qui dort mal, et il dit que c'est à cause de ces années où il a travaillé beaucoup de nuits. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est peut-être sa nature ? Bon, il peut y avoir les deux, mais c'est vrai que quand on a un travail avec des horaires contraignants qui ne permettent pas de dormir dans le cadre d'un sommeil purement physiologique, on peut vraiment déstructurer son sommeil parce qu'on prend toute une série de mauvaises habitudes et après revenir à l'état, je dirais, normal, c'est difficile. Et vous avez des espèces de marqueurs comme ça qui font que les mauvaises habitudes se sont ancrées et c'est difficile de changer. Les insomnies, c'est terrible pour les personnes qui sont sujettes aux insomnies. On sait quel est le pourcentage de la population, c'est beaucoup, je crois. Oui, c'est beaucoup parce que vous avez 30 à 40% de la population qui a des troubles du sommeil occasionnels, mais quand même assez fréquents. Et vous avez 10% de la population qui est en souffrance tous les jours, tout le temps. Ce qui est quand même important. 10%, c'est énorme, oui. Alors, premier conseil que vous pourriez donner, là, avant de laisser la place à ceux qui nous écoutent et qui sont certainement très nombreux à vouloir poser des questions? C'est que, déjà, je pense qu'il faut vraiment connaître son sommeil. Est-ce qu'on est plutôt couche-tôt, lève-tôt? Est-ce qu'on a besoin de 6 heures de sommeil ou 10 heures? Pour essayer de ne pas avoir des comportements qui sont inopérants. C'est-à-dire, si on est couche-tôt et qu'on va se coucher tard, on va déstructurer son sommeil. Inversement, si on est couche-tard et qu'on se couche trop tôt, on n'arrivera pas à s'endormir notamment. Et puis si on veut dormir absolument 10 heures alors qu'on n'a besoin que de 7 heures, là aussi on va se mettre dans une position où paradoxalement le sommeil va être plus mauvais. Donc déjà connaître ses besoins et son rythme. Et la deuxième chose, c'est de ménager des temps à la fois dans la soirée et le matin au réveil, qui sont un peu des sas, soit le sas pour décompresser, soit le sas de remise en route, pour éviter d'être stressé en permanence. C'est-à-dire les gens qui travaillent jusqu'au dernier moment vont amener nécessairement toute une activité cérébrale au cours de leur sommeil, ils vont avoir du mal à s'endormir. Et de même que ceux qui se lèvent au dernier moment à la va-vite, déjà se mettent en état de stress, donc du coup perdent complètement tout le bénéfice d'une nuit possible. Après, il y a vraiment des habitudes le soir qui font qu'une heure avant, il faut couper tout ce qui est le lien avec l'extérieur. 1 heure avant, des préliminaires du sommeil, c'est 1 heure. Au moins 1 heure avant, si on peut un peu plus, c'est bien. Mais 1 heure, c'est impératif, c'est-à-dire plus de portable, pas de stimulation lumineuse, pas de stimulation émotionnelle trop importante. Pas de conflit dans le couple. Voilà, aller se coucher serein à côté de son conjoint. En tout cas, éviter les discussions juste avant d'aller se coucher, parce que ça, c'est pas bon. Et puis, après, il y a des gens qui vont avoir des rituels où il va y avoir un petit peu de détente, un petit peu de relaxation, mais c'est pas du tout obligé, ça peut être plutôt de la lecture. Et l'amour, la sexualité, est-ce que ça aide à dormir? La sexualité, c'est très difficile, les études, pour avoir des études vraiment menées là-dessus, mais il y a effectivement 2-3 études assez récentes d'ailleurs, qui montrent que ça favorise plutôt le sommeil. J'avais remarqué. Bon, et bien maintenant c'est à vous de nous rejoindre, de poser des questions. En tout cas, si vous voulez mieux comprendre, c'est un livre où vous avez vraiment toutes les réponses. Notre sommeil, une urgence absolue, et c'est aux éditions Odile Jacob. On se retrouve dans un instant.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons le sommeil en compagnie de Sylvie Royan-Parola, qui est psychiatre et spécialiste du sommeil et autrice de Notre sommeil, une urgence absolue aux éditions Odile Jacob. Et on commence avec vous, Stéphanie. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Alors moi, pour partager mes difficultés de sommeil, puisque c'est le sujet, je voulais dire qu'avant, j'ai 54 ans aujourd'hui, mais j'ai toujours très bien dormi. C'est-à-dire enfant, ado, adulte, aussi longtemps que je me souvienne, le sommeil n'était pas un problème, au contraire. C'était un plaisir, je pouvais dormir partout, longtemps, enfin, c'était vraiment quelque chose auquel je ne réfléchissais pas. Et en 2018, donc ça fait 7 ans, j'ai fait un épisode d'insomnie. Oui. Donc ma grande stupeur, parce que j'avais jamais vécu ça auparavant, c'est-à-dire que je me suis couchée le soir normalement et je n'ai pas dormi pendant toute la nuit. J'ai enchaîné ma journée le lendemain et la nuit d'après, rebelote, je n'ai pas trouvé le sommeil. Et je peux dire qu'à partir de ce jour-là, il y a eu un avant et un après. Mais il y avait une raison pour que vous fassiez une insomnie à ce moment-là? Ce jour-là, non, mais c'est vrai que l'année 2018 avait été compliquée. Mon papa avait fait un AVC, il fallait que je m'occupe de lui. J'avais moi-même des soucis de santé avec une errance médicale, donc j'étais inquiète. Donc c'est vrai que l'année n'était pas paisible, mais c'est vrai que j'ai été surprise que cet épisode arrive si soudainement, si brutalement et si fort, sans signe avant-coureur du sommeil avant. Avant, je dormais très bien, même avec tous ces problèmes, on va dire. Voilà. Et à mon plus grand désespoir, depuis, je ne suis pas arrivée à retrouver des nuits votre sommeil de bébé, si je puis dire. Mais même un sommeil acceptable pour moi, en fait. Oui, j'entends bien. Maintenant, c'est peut-être le principe, vous savez, du vase. On remplit. Et à un moment donné, la coupe est pleine et là, vous faites une insomnie. Ça peut être quelque chose de ce genre-là, non, Sylvie Royan-Parola? C'est souvent, quand il y a des insomnies brutales, effectivement, on trouve une série d'événements, alors pas nécessairement la veille, mais dans les mois qui précèdent, et qui font qu'effectivement, on fait face pendant un temps, mais qu'en arrière-plan, le sommeil étant un moment où on retraite l'information, et donc notamment quand il y a des soucis, c'est des choses qu'on va finalement élaborer pendant la nuit. Alors, on n'a pas toujours le souvenir, mais au travers de rêves qui peuvent parfois arriver, ou en tout cas, le travail se fait et l'angoisse peut être suffisante pour qu'il y ait un moment où justement cet état de déconnexion qui est nécessaire pour dormir, on n'arrive plus à le faire. Et du coup, l'insomnie apparaît. C'est souvent dans un contexte aussi où il va y avoir des éléments dépressifs, peut-être parfois même une vraie dépression une période dépressive qui va arriver. Et là, ça va être un circuit où ça va durer souvent plusieurs années, alors pas 7 ans, mais plutôt de l'ordre de 1 ou 2 ans, où le sommeil va être pas satisfaisant. La question, le problème qui se pose à ce moment-là, c'est que quand on dort mal, on commence à mettre en place des stratégies pour essayer de mieux dormir, d'essayer de dormir en tout cas. Et généralement, ces stratégies qu'on a intuitivement comme ça, qu'on met en jeu, sont des catastrophes pour le sommeil. C'est-à-dire que on cherche tellement à dormir plus que on va changer son rythme, on va penser qu'il faut qu'on dorme plus et donc se coucher plus tôt pour essayer d'attraper le sommeil. Ou bien le matin, si on peut rester au lit parce qu'il n'y a pas d'obligation, se dire non, je me rendors, etc. Et là, on déstructure tout. Donc il y a un vrai travail de sabotage en fait du sommeil. Il y a une obsession qui se met en place. Voilà. Ça, j'ai passé une période comme ça, effectivement, où
je mettais en place tous ces stratégies pour mieux dormir avec une vraie obsession, dormir la nuit prochaine, vraiment comme quelque chose qui prenait toute la place et qui empêche de dormir puisque par définition, dormir c'est plus penser à rien, c'est laisser lâcher prise. Alors là, pour le coup, j'avais mis en place tout un tas de stratégies que j'ai réussi à remettre un peu à distance en consultant, puisque j'ai consulté à 2 reprises. J'ai consulté un médecin généraliste donc qui m'a fait faire une polysomnographie, je crois que ça s'appelle comme ça, une première fois, où il a cherché effectivement peut-être des raisons aussi, les jambes sans repos, l'apnée du sommeil, des causes physiologiques qui auraient pu effectivement avoir l'explication de ce sommeil de très mauvaise qualité. J'en ai consulté un deuxième quand j'ai déménagé aussi, qui a refait dans ses examens et il y avait un petit peu la même chose, il n'y avait pas de syndrome d'apnée, pas de jambes sans repos, il y avait un sommeil extrêmement fragmenté avec un déficit du sommeil profond. Bon, voilà, on en était là. Par contre, il y a un médecin qui m'a dit une phrase très juste et qui m'a fait sortir de mon obsession. Il m'a dit, de toute façon, si vous ne dormiez pas suffisamment, vous seriez morte. Bon, je lui disais, je ne dors plus. Il disait, non, vous ne dormez pas plus, vous dormez moins bien. Mais vous êtes là devant moi, vous fonctionnez. Donc, et c'est vrai que ça a remis ce problème un peu plus à distance. En me disant, bon, finalement... Et justement, en mettant ce problème à distance, est-ce que vous avez retrouvé un tout petit peu mieux le sommeil ou pas ? Pas vraiment. Non. Pas vraiment, ou alors il est toujours pas, peut-être, je me dis, à la hauteur de mes espérances, parce qu'il m'a aussi expliqué quelque chose qui avait été important. Il m'a dit, la perception que vous avez de votre sommeil et ce qui se passe vraiment, c'est pas forcément pareil. Des fois, on a l'impression de très mal dormir, et finalement, il me dit, c'est pas si mal que ça. Et c'est vrai que ça a fait son chemin dans ma tête, et en tous les cas, c'est la journée, la façon dont je prenais le résultat de la nuit qui était amélioré. La nuit était toujours chaotique, mais dans ma tête, c'était moins grave. Voilà. Oui. Ça m'a aidé à... Mais c'est ça qui est important dans l'insomnie et dans la représentation qu'on s'en fait. C'est-à-dire que le sommeil, il peut être vraiment très différent d'un individu à l'autre. Mais la question essentielle, c'est comment vous fonctionnez le lendemain. Si le lendemain, vous fonctionnez bien, que vous faites toutes les tâches que vous avez à faire sans trouble de l'attention majeur, que vous n'avez pas envie de dormir partout, que vous êtes plutôt d'une humeur stable et pas très noire, là ça veut dire que votre sommeil il a joué son rôle. Donc il faut aussi voir que le sommeil évolue avec l'âge. Et notamment, si j'ai bien calculé, vous êtes passé de 47 à 54. Donc peut-être dans une zone où il y a la ménopause qui est arrivée. Et la ménopause, c'est vraiment une période extrêmement chamboulante au niveau du sommeil chez la femme. Parce que c'est une révolution en quelque sorte. Le sommeil change énormément. Il va changer parfois un petit peu en rythme. Il va changer aussi en besoin. Et du coup, quand on passe cette période qui va parfois durer 2 ans, on ne sait plus trop comment on dort. Et il faut en fait s'adapter à ce nouveau rythme et à ces nouveaux besoins. Et pas rester sur un concept ou une vision de son sommeil qu'on avait à 20 ans ou 30 ans. Idyllique, voilà. Absolument. Alors, moi, ce qui m'interpelle un petit peu des fois, c'est que je vais avoir une nuit très très courte. Quand je vous dis une nuit très courte, Sylvie, on va parler de 3 heures. Donc théoriquement, c'est pas suffisant. La journée, je vais fonctionner. Alors je vais fonctionner, je vais vous dire, je me lève, j'ai un peu mal à la tête, j'ai les yeux bien rouges. Bon, la nuit n'était pas au top. Je vais faire tomber 2-3 trucs dans la journée. Donc je sens que je suis quand même sur le qui-vive, que je fais des efforts pour avoir une journée convenable. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est que si je me pose, même dans un endroit extrêmement invitant pour le sommeil, je n'ai jamais sommeil. C'est comme si le bouton sommeil, il était éteint. Je peux dire que je n'ai plus cette sensation derrière laquelle je cours, que j'aimerais avoir quand je vois mon mari qui baille et je le regarde avec envie. Mais Stéphanie, est-ce que depuis vous avez
un petit peu entamer éventuellement une thérapie. Ça serait peut-être intéressant aussi de voir un peu ce qui... Parce que là, moi j'entends quelqu'un d'un peu obsessionnel vis-à-vis de son problème de sommeil. Et ça... C'est-à-dire qu'il est obsessionnel par rapport à son sommeil. Donc, obsédé en tout cas par son sommeil. Et donc ça serait peut-être intéressant parce que là, on a bien entendu quand même l'AVC de votre papa, c'est pas rien. Il y a peut-être quelque chose à lâcher par rapport à tout ce que vous avez vécu avant vos problèmes de sommeil et vous allez retrouver peut-être un petit peu plus de calme intérieur parce que moi j'entends quelqu'un qui est tout le temps hyper stressé par rapport à son sommeil et ça c'est peut-être ça qui vous empêche en effet de vous relâcher et de pouvoir vous endormir. Oui, c'est vrai que c'est un cercle vicieux. Quand on ne dort pas, on est un petit peu concentré effectivement sur ce manque de sommeil. Parce qu'on en ressent les effets. Oui, mais un petit peu, aussi, on a une injonction. Ce qu'on entend quand on vous entend parler, vous voyez. Je veux bien le concevoir, effectivement. Peut-être, comme vous disiez au début de l'émission, il y a une injonction à dormir aussi. C'est-à-dire que même si on l'a pas dans la tête, on en entend toute la journée, il faut dormir pour être en bonne santé, pour avoir des bonnes défenses immunitaires, etc. etc. Oui, ça alimente la peur de l'insomniaque qui se dit si je dors pas bien, je vais être avec des conséquences horribles. Oui, ça c'est vrai. Plus de connaissances sur le sommeil n'est pas toujours quelque chose de rassurant pour l'insomniaque. En tout cas sur les conséquences du mal dormir. Bon, en tout cas, peut-être ça vaut le coup de vous poser un petit peu avec quelqu'un pour essayer de voir comment vous pouvez lâcher ce problème de sommeil. En tout cas, c'est une piste. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, on va parler des baisers. Vous avez des problèmes de sommeil ou comment bien connaître son rythme de sommeil? On en parle aujourd'hui avec Sylvie Royan-Parola. Venez participer à l'émission, appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, on va parler du baiser, Sylvie Royan-Parola. C'est bien de se faire un petit baiser avant de s'endormir. Ah oui. Oui. Mais pourquoi pas même à soi-même. Bon, bref, inutile de revenir sur l'importance du baiser, on le sait, hein, et on sait aussi que les couples qui ne s'embrassent plus sont des couples qui sont déjà un petit peu en danger. Donc je vous propose une petite déclinaison des différents baisers. Alors on va parler d'abord du French kiss, c'est le plus connu, hein, c'est donc un baiser pénétrant avec les langues qui se touchent. Alors je ne sais pas pourquoi c'est le French kiss, parce que j'ai essayé de chercher l'origine, ça n'a pas spécialement une origine française, mais enfin bon, c'est comme ça. La pamoison, c'est un baiser durant lequel la femme s'abandonne et l'homme lui tient la tête et lui tient le cou. Donc voilà, hein, on va sembler plus intelligent. Hein. Alors le baiser esquimau, vous savez ce que c'est le baiser esquimau, Sylvie? Non, peut-être pas. C'est s'embrasser sur le nez. C'est le nez, oui. C'est sur les nez qui se touchent. Et ça se comprend parce que les esquimaux, ils sont habillés partout et ils ont la bouche qui n'est pas libre tellement il fait froid. Alors le baiser russe, on sait aussi ce que c'est. Hein, c'est sur la bouche, mais sans pénétration. Hein, c'est un baiser un peu. C'est surtout aussi un baiser qui se fait entre hommes, hein, le baiser russe. Le baiser en escalier, alors ça j'ai découvert, on monte tout doucement, on baise le cou, on baise la joue, on baise le front et puis bien sûr on termine sur la bouche. Et ce baiser doit son nom parce qu'il peut se faire sur un escalier, donc à ce moment-là la femme est à la hauteur de l'homme puisque l'homme est quelques marches plus bas. Et puis on va quand même évoquer le baise-main, qui est un des hommages les plus galants, peut-être un peu passé de mode, mais qui peut toujours avoir un certain effet. Et puis enfin, le baiser intime, qui est un autre terme pour le cunnilingus. Hein, voilà. Donc amusez-vous peut-être ce soir, dites à votre cher et tendre, tiens, je vais te faire un baiser esquimau ou un baiser... enfin bref, c'était un petit peu drôle de s'amuser aussi avec ces déclinaisons de baisers. Valérie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à Madame Parola, j'ai oublié l'autre nom. Royan-Parola. Bonjour. Pardon, Royan-Parola, bonjour. Pas grave. Appelez-la Sylvie, ça ira très bien. Sylvie. Tout d'abord, Brigitte, merci pour vos émissions. Moi, personnellement, elles m'aident beaucoup. Voilà. Mais écoutez, je suis ravie, tant mieux. Et merci de témoigner. Voilà, alors moi, mes problèmes de sommeil ont commencé il y a 1 an.
En fait, moi, je m'endors très bien, mais toutes les nuits, je me réveille. Donc, pour me rendormir, j'allume la télé, à la même heure à peu près ou pas? C'était souvent vers 3h, 3h15. Voilà, souvent au milieu de la nuit. Alors, je ne sais pas si vous croyez à ça, Sylvie Royan-Parola, mais il paraît que quand on se réveille à peu près à une même heure, c'est un de nos organes qui va pas bien. Non, mais il y a par contre effectivement souvent des gens qui se réveillent pendant une période, je sais pas, 8 jours, 15 jours, un mois, à peu près toujours à la même heure, enfin à 3h12, 3h14, etc. Et c'est souvent effectivement en milieu de nuit parce que le sommeil change entre cette prédominance de sommeil profond au début de nuit et plutôt le sommeil paradoxal en seconde partie de nuit. Il y a vraiment un changement de morphologie du sommeil. Et il y a souvent un éveil qui se situe là. Et donc, effectivement, avec un peu la même heure d'un jour à l'autre, au point que les gens disent c'est toujours à cette heure-là que je me réveille. Donc vous, c'est vers 3h du matin, hein, Valérie? Oui, oui. Et donc, alors si vous allumez la télé pour vous rendormir, c'est pas très bon. Ah non. Hein. Non, parce que ça dure. Je m'endors pas. Je m'endors au moment où il faut que je me relève. Donc. Mais vous allumez pas la télé dans la nuit, dites-moi. Vous regardez pas la télé dans la nuit? Je viens au salon. Oui, je me lève parce que Vous allez au salon, d'accord. Mon mari. Je vais au salon, j'allume la télé, je mange un truc. Je tourne, mais surtout je remets la télé et je me rends compte qu'en fait ça me rendort pas. Non, j'ai jamais vu la télé rendormir. Hein. C'est-à-dire, ce qu'il faut vraiment pas avoir, c'est la télévision dans la chambre, parce que là, c'est très problématique. On contrôle plus rien à ce moment-là, mais aller regarder, pourquoi pas, la télé dans le salon pendant une demi-heure, c'est possible. Mais après, pourquoi vous dites que ça vous rendort pas? Vous sentez encore plus éveillé ou quoi? Je me prends dans la série que j'ai mis. Donc, une série. C'est pas bon, je crois. Non, il vaut mieux regarder Chasse, pêche et tradition, c'est mieux. Ou un truc sur les animaux, c'est pas mal aussi. Ouais. Mais une série, vous allez être attiré par l'histoire et avec l'envie de savoir la suite. Donc c'est quelque chose d'éveillant. Donc, d'après vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rendormir sans prendre de... Parce que j'ai été voir mon généraliste qui m'a donné des trucs aux plantes, ça me fait absolument rien. Je suis retournée la voir, elle m'a donné un cachet un peu plus fort et le souci c'est que je l'ai pris une fois ou deux, mais je me réveille, je suis pas bien, quoi. Toute la journée, j'ai l'impression d'être vaseuse. Donc, j'aimerais savoir s'il y a un truc miracle. Si vous vous réveillez en cours de nuit, en fait, une première chose qui est à faire, c'est de se lever. Enfin, pas tout de suite, mais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, si on ne se rendort pas, on se lève et à ce moment-là, vous pouvez aller vous faire une tisane chaude et que vous buvez tranquillement. L'intérêt de boire quelque chose qui fait du volume, c'est que ça dilate l'estomac. Et quand ça dilate l'estomac, il y a des signaux qui arrivent sur le pneumogastrique qui sont eux-mêmes qui favorisent l'endormissement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça dépend pas du tout de... Je vais me fâcher avec des gens qui parlent des plantes, mais ça dépend pas du tout de la tisane que vous buvez, mais c'est vraiment un côté mécanique de la chose. Donc prenez une tisane que vous aimez, parce que tant qu'à faire, c'est pas la peine de prendre un truc qu'on n'aime pas. Bien sûr, pas du thé, pas du café, mais vraiment une tisane. Et ensuite, vous lisez un petit peu. Et quand vous avez l'impression que votre cerveau n'est plus en train de faire des boucles tout seul, là, vous pouvez aller vous recoucher. Mais évitez quand même peut-être la télévision avec des émissions qui vous plaisent vraiment, parce que là, vous allez augmenter votre niveau d'éveil et vous n'arriverez pas à vous endormir après. En fin de compte, je mets la télé parce que dès que je me réveille, je me mets à trop penser à ma journée, à mes soucis. Et ça m'angoisse. Voilà, je pense à que des choses négatives la nuit. C'est que du négatif tout le temps. Oui, mais il y a d'autres choses qui peuvent vous permettre de ne pas penser. C'est la lecture si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, il y a des coloriages, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais il y a des trucs à colorier que vous commencez à faire la nuit à ce moment-là. Du coup, vous
vous allez être sur ce que vous faites et pas en train de cogiter, ce qui est le point important. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut, oui, parce que si vous vous mettez à penser à des choses difficiles qui se passent en ce moment dans votre vie, c'est normal que vous n'arriviez pas à trouver le sommeil. Après, s'il y a toutes les techniques de relaxation, méditation, mais qui s'apprennent. Mais il y a alors pour le coup beaucoup de programmes visibles sur YouTube, des choses comme ça, ou alors pas à faire à 3h du matin, mais apprendre la technique et après l'utiliser à 3h du matin. Et ça, je peux vous assurer. Comme la cohérence. Voilà, la cohérence cardiaque aussi, oui. Oui, et ça marche très très bien, Valérie. Oui. Moi, ça m'arrive aussi d'être réveillée, et si je me mets à penser, ça ne m'aide pas à m'endormir. Alors que si on se met à se concentrer sur sa respiration, on se rendort très 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 vite. D'accord. Bon, je vais m'y remettre alors. J'ai un très bon conseil. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, parce que sinon... Et puis c'est aussi ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, Valérie. On voit bien, vous vous réveillez à 3h du matin, et je pense que la première réflexion, c'est « Ah, ça y est, je suis réveillée, je ne vais pas réussir à m'endormir. » Oui. Et donc, faut aussi lutter contre ce petit saboteur qui est une voix intérieure négative. Oui, c'est vrai. Parce que c'est c'est la peur d'avoir tort. Enfin, c'est un peu pareil. Oui. Quoi, après, il y a autre chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est votre heure de réveil. Enfin, pas votre heure de réveil, votre heure de lever. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous gardiez un horaire de lever très régulier, parce que si vous vous êtes réveillé assez longtemps, vous allez avoir tendance à vous dire, bon, si je peux rester au lit, je vais dormir jusqu'à 9h ou quelque chose comme ça. Et ça va accentuer encore les éveils les nuits suivantes. Donc levez-vous à 7h par exemple, si vous devez vous lever à 7h quand vous allez travailler, y compris le week-end, histoire de reconcentrer votre sommeil et d'éviter à ce que cet éveil il se pérennise d'un jour à l'autre. D'accord. Et oui, c'est ce que vous disiez déjà la dernière fois que vous êtes venu. En fait, il faudrait toujours garder le même rythme de sommeil, c'est-à-dire se lever à la même heure, tous les jours, tout le temps, pour garder un sommeil correct. Quoi. Même en vacances. Même en vacances. Oui. En vacances, on dort 1 heure de plus, mais pas 5 heures de plus. Et ce que le sommeil n'aime pas du tout, c'est l'irrégularité. C'est-à-dire une fois 7 heures, une fois midi. Ça, il n'aime pas du tout. D'accord. Notre cerveau. Okay. Comme j'imagine des longues siestes pendant le week-end, par exemple. Si on dort trop longue sieste le dimanche, on risque d'avoir... on est léthargique le soir, on n'a pas sommeil, donc c'est embêtant. Oui, on risque de mal dormir le lundi, et puis après le mardi, etc. Voilà. etc. Merci Valérie, merci beaucoup. Au revoir Valérie. Petite pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil, il me semble. Sylvie Royan-Parola est avec nous, psychiatre spécialiste du sommeil et autrice de ce livre « Notre sommeil, une urgence absolue » aux éditions Odile Jacob. On écoute maintenant Karen. Bonjour Karen, je ne sais pas, on a des hommes aussi qui dorment mal en principe, mais pour l'instant... Pour l'insomnie, moins. Ah oui, j'aurais 2 femmes pour un homme, oui. Ah, c'est marrant, j'aurais cru le contraire, comme quoi on a des idées reçues qui sont fausses parfois. Les femmes ont plus de problèmes de sommeil que les hommes. D'insomnie, d'accord. Karen, bonjour, pardon. Je vous en prie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Moi, en fait, j'ai eu une période il y a très longtemps où j'avais du mal à m'endormir, mais c'était lié à des soucis parce qu'on devait construire une maison, etc. Et donc voilà, ça fait assez rapidement, c'est revenu à la normale. Et par contre, tant au moment d'un divorce que par la suite d'un burn-out, je me suis mise à me réveiller à 4h18 toutes les nuits. 4h18 précise, toutes les nuits. Entre 4h18 la majorité du temps, éventuellement 4h20, j'arrive à faire une surlecture. Vous gagnez 2 minutes de plus quand même. Voilà, mais c'était systématique. Alors, à l'époque, j'avais un très bon médecin qui m'avait dit « Je vous interdis de vous lever, je vous interdis de prendre le téléphone, je vous interdis d'allumer la lumière, de prendre un livre, etc. Il faut que vous restiez dans votre lit. » En plus, moi, j'avais pas d'idées noires ou quoi, mais comme je suis
hypersensible, j'avais tendance à élaborer, et puis la période m'y incitait à élaborer des stratégies. Alors je réfléchissais, mais j'élaborais des stratégies. Et puis quand le sommeil revenait, ça revenait. Donc en règle générale, 2 heures plus tard, je me rendormais. Et alors il y a eu une période où j'ai vraiment carrément pas dormi parce que c'était vraiment où je dormais 2-3 heures par nuit et là c'était vraiment compliqué. Et en fait, comme j'ai une fibromyalgie, une spondylarthrite ankylosante, j'ai un médicament, enfin j'ai du Laroxyl. Et en fait le Laroxyl maintenant me fait poursuivre ma nuit. Alors je me réveille avec la douleur, mais je me retourne et je me rendors. Donc j'ai pas trop de problèmes à m'endormir, et quand j'ai des problèmes à m'endormir, je fais des listes. Alors ça marche bien sur moi. Oui. Et en règle générale, je vais pas jusqu'à la fin de l'alphabet. Et quand je me réveille, je me rendors. Mais je sais très bien que le médicament a un effet. Par contre, je prends rien d'autre. J'ai jamais pris de somnifères. J'ai pris des plantes pour me détendre. J'ai fait le système de l'infusion avant d'aller me coucher. Alors, il fallait pas que j'en boive de trop parce qu'après, ça me réveille la nuit pour aller aux toilettes. Mais bon an mal an, j'ai réussi. Alors, c'est vrai que c'était pas la bête noire le fait de me réveiller. Je me disais bon ça y est, c'est parti. Bon, ok. Et en général, j'arrivais à me rendormir 1 heure ou 2 avant que le réveil me sonne. Oui. Mais là, aujourd'hui, ça va? Vous dormez à peu près bien, correctement? Aujourd'hui, je dors, mais parce que j'ai ce médicament-là. Sans ce médicament que je prends tous les soirs, je sens que ce serait... Mais vous prenez ce médicament contre vos douleurs, hein, on est bien d'accord? Oui. Mais on sait que sur beaucoup de médicaments, il y a des effets indésirables par rapport justement à la vigilance. Hein. Oui, bien sûr. Mais le Laroxyl est un peu spécial dans le sens où c'est à la fois un médicament qui au départ a été prescrit comme antidépresseur, et puis ensuite on s'est rendu compte qu'il intervenait dans les douleurs chroniques avec plutôt beaucoup de succès. Et puis effectivement dans le sommeil, alors il marche pas du tout sur l'endormissement, mais il marche sur les éveils, notamment en fin de nuit. Et du coup, ça permet d'avoir Enfin, on se réveille, mais on se rendort. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus serein. Et c'est un produit qui est bien toléré, qui pose pas de soucis d'accoutumance, de dépendance, de choses comme ça. C'est un truc qu'on n'augmente jamais. Enfin, j'ai jamais vu une seule personne dans ma vie augmenter toute seule le Laroxyl en se disant ça va être mieux. Donc ça, c'est bien. Et donc, si vous avez un équilibre comme ça, vu qu'il y a d'autres problèmes, continuez. Hein, c'est pas un souci. J'ai même eu plutôt tendance à le baisser, puisqu'au départ j'étais à 10 gouttes, et que là, à 10 gouttes, quand j'ai pas trop mal, ça dépend. En fait, je le gère plus par rapport à la douleur que par rapport à quoi que ce soit, pas concernant le sommeil. Parce que c'est vrai que j'en ai pas fait. Je crois que le pire, même si c'est, pour avoir très peu dormi, je sais que c'est extrêmement pénible, tant parce qu'on s'agace, parce qu'on dort pas, que par la fatigue accumulée et les lendemains difficiles. Mais c'est vrai que j'ai jamais voulu en faire de ces insomnies une bête noire. J'ai réussi à me dire voilà, c'est comme ça. Ça va revenir à un moment, tu redormiras correctement. Moi qui étais précédemment une grande dormeuse, forcément, je dors beaucoup moins maintenant. Mais ça, on sait qu'au fur et à mesure, en vieillissant, on a moins besoin de dormir. Oui, le sommeil change, il n'est jamais pareil à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, 90, ça change. Ouais. Sûrement. Et ce que vous disiez concernant les hommes, je pense que vous avez raison. Ils ont cette capacité. Moi, les quelques hommes avec qui j'ai longtemps dormi, on va dire, c'était pas souvent les hommes se couchent, ils s'endorment et ils se réveillent le lendemain matin. Alors ils ont peut-être quelques micro-réveils dans la nuit, mais même quand il y a des soucis ou des choses comme ça les empêche pas de dormir. Il y a aussi des insomnies chez les hommes. Oui, pas généraliser non plus. Absolument. Non, vous avez des hommes parfois totalement insomniaques, mais c'est simplement plus fréquent chez la femme. Chez les hommes, c'est plutôt, ce qui est plus fréquent, ce sont les apnées du sommeil qui peuvent aussi fractionner le sommeil et donc donner une sensation de mauvaise qualité de sommeil, voire de réveil dans la nuit.
Mais disons qu'on a un peu une inversion de profil pour ce qui est des apnées du sommeil chez l'homme et de l'insomnie chez les femmes. D'accord. Ouais, mais Et d'ailleurs, un des signes de l'apnée du sommeil, c'est souvent des endormissements dans la journée qui laissent approuver que les nuits ne sont pas bonnes. Une fatigue et des endormissements dans la journée avec un ronflement important. Voilà, Ouais. mais ça, alors pas toujours. Il n'y a pas forcément toujours un ronflement. C'est vrai. Mon Ça arrive. ex-beau-père était appareillé et avait des ronflements. Et par contre, mon ex-mari n'était pas appareillé, mais faisait des apnées du sommeil et il ne ronflait pas. Oui, c'est vrai. Ça dépend aussi si ce sont... Enfin, j'ai l'impression... On a l'impression que vous êtes aussi une spécialiste du sommeil, Karen. C'est-à-dire qu'on en discute autour de nous, parce que quand vous croisez des gens le matin, des fois c'est t'as une petite mine, on n'en parle pas, sinon je vais pas dormir. Et puis c'est vrai que les gens se livrent éventuellement un petit peu, mais j'ai l'impression que ceux qui ont les ronflements en règle générale sont ceux qui ont un peu d'embonpoint. Alors oui, c'est pas le sujet des apnées du sommeil aujourd'hui, mais effectivement, clair, les gens sont beaucoup plus gros. Enfin, les gros ronfleurs sont souvent plus gros, mais il y a des gens qui sont minces et qui ronflent parfois beaucoup. Et je crois que l'alcool aussi. L'alcool, les médicaments entraînent des ronflements. Hein. La position aussi. Il y a des gens qui ne ronflent que sur le dos. Et après, vous avez des formes de visage qui sont particulières. Les visages minces font que ce sont des visages qui sont un peu rétrécis, disons, en largeur. Et donc, la langue n'a pas beaucoup de place. Et comme si chez les gens obèses, où il y a effectivement peu de place pour la langue, du coup, ça va faire du bruit. Enfin, l'air en passant va faire du bruit. C'est tout le souci. Ah oui, c'est assez surprenant, ça. Ouais. Mais le sommeil, c'est extraordinaire. Oui, ça doit être très intéressant. C'est passionnant. Vous pourrez vous procurer le livre de Sylvie si vous voulez. Ça s'appelle Le sommeil, une urgence absolue aux éditions Odile Jacob. Vous aurez tous les renseignements que vous avez envie. Comme ça, vous pourrez encore plus être la spécialiste du sommeil, Karen. D'accord, avec plaisir. Je me documenterai. Mais non, mais c'est surtout que moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est notamment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand les gens en viennent à avoir l'angoisse de ce réveil la nuit ou de pas arriver à s'endormir. Enfin, c'est quand même, on est censé entre guillemets passer un bon moment puisqu'on va laisser notre corps se reposer, notre cerveau se reposer aussi. Et par contre, quand ça devient problématique, je trouve que ça fait partie des choses qui sont vraiment difficiles à vivre. Oui, mais enfin, moi, je vous dis bravo, Karen, parce qu'on entend quand même que vous avez des maladies importantes et vous avez une philosophie de vie qui est chouette. Bravo, parce que c'est vrai que vous avez su prendre le bon côté des choses et non pas le mauvais côté des choses. Et c'est vrai que beaucoup de gens, malheureusement, ont tendance toujours à voir le côté noir plutôt que le côté lumineux. Hein, et c'est vrai. Oui, mais c'est un peu ce que, notamment, c'est un sujet que vous avez évoqué dans l'émission d'hier, mais on sait très bien que le fait de stresser ne fait qu'en rajouter. Donc, autant essayer de se préserver, on va dire, et de faire en sorte qu'on n'en rajoute pas en plus par rapport à ce qui est déjà établi. Oui, mais Sylvie, vous êtes également psychiatre. Hein. On sait bien qu'il suffit parfois pas de dire qu'il faut. De dire qu'il faut et je vais pas. C'est que parfois ça arrive comme ça et qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais après, vous avez des gens qui sont dans une situation où leur façon de fonctionner va être vraiment à chaque fois d'amplifier les choses parce que cette remémoration permanente va faire que ça va augmenter les choses au lieu de les apaiser. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement prendre du recul avec la relaxation, avec la méditation. Mais ça demande un vrai travail sur soi. Et justement, j'en parlais en début d'émission. Est-ce que dès l'enfance, on peut aider les enfants à être bien dans le sommeil ou est-ce que c'est une question adulte finalement ?
Non. Moi, je suis vraiment pour une éducation au sommeil depuis la maternité et depuis la naissance, chose qui n'est pas faite. Et effectivement, il faudrait apprendre aux enfants ce qu'est le sommeil, comment ça fonctionne. Et pour leur apprendre comment eux, comment ils pourraient se servir du sommeil, quels sont leurs besoins, quels sont leurs rythmes. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend absolument pas. On n'apprend pas aux parents. Et les enfants, ils font un peu ce que leur disent les parents. Et du coup, il y a parfois des mauvaises adéquations entre leurs besoins et ce que les parents vont mettre en place. Et là, on voit notamment de plus en plus de parents qui considèrent que l'enfant, même le petit enfant, c'est un adulte en miniature qui va faire comme eux. Le petit enfant, il n'a pas du tout les mêmes besoins que les parents. L'adulte, bien sûr. Oui. Et ça, il y a des parents qui ne le savent pas, qui ne conçoivent pas ça. Eh bien, si vous êtes parent et que vous avez envie de poser des questions à Sylvie Royan-Parola, n'hésitez pas, parce que peut-être que vous ne faites pas tout à fait bien et ce serait bien de rectifier les choses. J'imagine qu'il vaut mieux faire coucher l'enfant toujours à la même heure, idem. Oui, le problème, c'est la première année. Parce que le rythme de l'enfant est tout le temps en train de changer. Donc, savoir où il en est, c'est pas toujours évident. Donc, il faut repérer les signes où il a sommeil, les signes où il n'a pas sommeil, les signes où il a faim, les signes où il pleure, parce que le petit, c'est ça. Mais il y a une particularité encore qui complexifie un peu les choses, c'est que le tout petit, le nouveau-né jusqu'à 3-4 mois, il a un sommeil agité. C'est-à-dire que quand il s'endort, il bouge. Et les parents se disent qu'il ne dorme pas, alors qu'il est en train de dormir. Et donc, il y a des gamins qui se retrouvent avec un biberon alors qu'ils sont en train de dormir, en réalité. Mais tout ça, on ne l'apprend pas aux parents. Oui. C'est un vrai souci. Mais vous êtes là pour nous l'apprendre. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après les infos. Aujourd'hui, avec Sylvie Royan-Parola, nous parlons du sommeil. Comment dormez-vous et connaissez-vous votre rythme de sommeil? Venez en parler avec nous, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer le sommeil avec vous, Sylvie Royan-Parola. Vous êtes psychiatre spécialiste du sommeil et vous avez écrit ce livre, Notre sommeil, une urgence absolue, aux éditions Odile Jacob. Dans la première heure, on a bien montré à quel point le sommeil était important pour notre santé. On a bien vu que les femmes, puisqu'on a eu beaucoup de femmes qui ont appelé, avaient des problèmes d'insomnie. Et puis, écoutez, visiblement, les hommes aussi peuvent avoir des problèmes, n'est-ce pas, Fabrice? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Fabrice. Merci de témoigner, allez-y, je vous en prie. Alors moi j'ai un appareil pour l'apnée du sommeil depuis à peu près 1 an et demi. Et puis il faut l'adaptation de l'appareil et depuis 1 an et demi je dors moins bien qu'avant mes apnées du sommeil. Je ne comprends pas trop. Il paraît que pour certaines personnes c'est pas évident de s'adapter à ça. Non, dormir avec un masque, c'est pas non plus, c'est pas évident. Et puis, ça oblige parfois de changer de position, parce que il y a des gens qui aiment bien dormir sur le ventre ou sur le côté. Alors sur le ventre, c'est quand même compliqué avec un masque. Sur le côté, c'est pas toujours simple parce que ça favorise les fuites. Fuites d'air. Voilà, ça veut dire souvent de dormir plus souvent, le plus possible sur le dos. Sur le dos, oui, c'est très contraignant, tout à fait. Voilà, et dormir sur le dos, il y a des gens qui ont du mal parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude, donc il faut arriver à le faire. Après, il y a parfois la machine qui peut faire un petit peu de bruit. Il faut veiller quand même à ce que, au niveau du tuyau, vous soyez à l'aise avec. Vous avez différents types de tuyaux. Il y a des tuyaux qui peuvent partir en bas du masque, d'autres plutôt au niveau de la tête. Et parfois, certaines personnes sont mieux avec l'un ou l'autre. Donc, il y a des petits trucs de confort comme ça qu'il faut voir avec votre prestataire. Parce qu'au bout d'1 an et demi, normalement, si vous voulez, avec la machine, on a fait ami-ami. On doit arriver à pouvoir s'organiser pour que la machine ne gêne pas.
Mais ensuite, il y a peut-être des nouvelles habitudes au niveau de vos horaires, où vous dormez un peu différemment, qui sont pas ceux que vous aviez avant. Et là, il faudrait voir, parce qu'il faut que vous ayez un rythme très régulier et que le matin, notamment, vous leviez et ne vous restiez pas au lit. Je ne sais pas, vous avez l'impression que vous avez changé un petit peu vos horaires, vos habitudes de sommeil depuis que vous avez la machine ? Oui, je fais des siestes l'après-midi et c'est ça qui doit me couper aussi dans mon sommeil de nuit. Ouais, bah oui. Et pourquoi vous faites des siestes l'après-midi ? Parce que au départ, la machine, quand elle est arrivée, j'étais fatigué le matin. Je me levais toujours à 6h du matin. Et le midi, on va dire après manger, la pause méridienne, je faisais une petite sieste, on va dire. Une petite sieste ? Pour me remettre en forme pour l'après-midi. D'accord. Et vous retravaillez l'après-midi ? Oui. Oui, j'en fais, on va dire, des micro-siestes d'un quart d'heure. Ah d'accord, c'est pas des longues siestes non plus. Non plus, oui. Et vous mettez votre machine quand vous faites les siestes ? Non, pardon, je ne vais pas au travail, non. D'accord, bah oui. Ok. Mais visiblement, vous avez du mal à dormir sur le dos, de vous. C'était pas trop votre habitude. Je dors sur le côté qui crée, comme vous avez dit, des fuites d'air. Ouais, donc et ça, au départ, je dormais sur le ventre, chose qui est impossible avec le Mac, vu qu'il est en pleine face sur le sol. Oui, donc c'est ce changement. C'est probablement quand même lié à ça, au changement de position où vous vous mettez dans un truc. Tout à fait, oui. Ouais. Et puis avec les fuites d'air qui se trouvent maintenant sur le côté, c'est pas autant l'appareil qui fait du bruit, c'est les fuites d'air qui passent dans les oreilles. On entend l'air qui passe, forcément avec la pression. Mais vous arrivez à vous endormir sur le dos, par exemple, ou pas ? Non. Non, c'est toujours sur le côté. Ouais. Essayez déjà de vous endormir sur le dos. Peut-être que tout doucement, vous arriverez à prendre cette habitude, quitte, même si vous vous endormez sur le dos et que pendant la nuit, vous vous mettez sur le côté. Mais petit à petit, vous arriverez peut-être à vous endormir sur le dos. Parce que si vous essayez pas de changer un tout petit peu votre habitude, elle ne changera pas toute seule. Oui, j'en suis conscient. Ouais. Oui, je vais essayer ça. Oui. Oui, parce que si vous vous mettez sur le côté, vous allez avoir nécessairement des fuites. Ça va vous réveiller. Alors que si vous arriviez à vous endormir sur le dos d'emblée, vous auriez moins de fuites et donc vous auriez un confort accru dans la nuit. Oui, je vais essayer ça. Oui, je n'y avais pas pensé, pardon. Bah écoutez, c'est pas grave. Donc essayez peut-être que avec le temps, il y a des chances au début que vous endormiez sur le dos et puis que dans la nuit vous alliez vous remettre sur le côté. Mais à force, je pense parce que le corps est quand même plus intelligent qu'on ne le dit. À un moment donné, il va trouver son confort en s'endormant sur le dos. Mais il est certain que si vous étiez avant un dormeur sur le ventre, c'est du changement à 180 degrés. Complètement, parce que avant je dormais donc sur le ventre. Maintenant, c'est déjà sur le côté, donc il y a déjà un progrès. Oui, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas sur le dos, après tout. Vous avez réussi déjà à 90 degrés, donc allez. Encore 90 degrés, ça va être bon. C'est cela, oui, il faut faire encore un petit peu d'effort, tout à fait. Voilà, essayez. Allez, bon courage. Merci en tout cas. Au revoir. Merci Fabrice. Oui, je crois que c'est important aussi de comprendre que le corps, quand on l'oblige au début à faire quelque chose, après machinalement, il va le faire. On le sait par exemple dans les sportifs, quand il faut changer un geste, au début c'est très compliqué, puis finalement après le corps le fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a en fait, quand vous êtes dans l'obligation de faire quelque chose à un moment donné, nécessairement, même si ça résiste un peu au départ, ça s'adapte après. Vous avez par exemple des gens qui ont des systèmes lors d'une fracture de certains types, on ne peut pas faire autre chose que d'être sur le dos. C'est difficile au début, et puis après, vous dormez sur le dos parce que le sommeil est important, donc on y arrive. Mais tout ça, c'est une question effectivement d'habitude, de régularité, et puis d'accepter sans trop se révolter au départ pour des choses qui sont bien sûr de ce type où c'est pour vous, quoi. C'est pas imposé avec la volonté de quelqu'un, c'est vous qui faites.
Oui, et puis c'est pour son bien-être, donc normalement ça devrait fonctionner. Merci beaucoup Fabrice, en tout cas, merci à vous. Si vous avez des questions à poser par rapport au sommeil de vos enfants, hein, n'hésitez pas à profiter de la présence de Sylvie Royan-Parola, et on vous attend bien sûr sur Sud Radio au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons le sommeil en compagnie de Sylvie Royan-Parola, psychiatre spécialiste du sommeil. Et nous retrouvons Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvia. Bonjour. Alors moi j'ai des je sais pas, on va appeler ça des troubles du sommeil, j'ai l'angoisse de la nuit. C'est-à-dire que quand je regarde mon film, j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai pas envie de monter, j'ai la peur de ne pas trouver le sommeil. Vous n'avez pas envie d'aller vous coucher parce que vous avez peur de ne pas réussir à vous endormir? Ouais. Depuis toujours? Non, en fait j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil depuis le début de ma ménopause. Et c'est par cycle en fait. Des fois je me réveille souvent vers 3h du matin. Oui. Et je me rendors mieux entre 5h et 8h du matin. Où je dors mieux en fait. Oui, mais ce qui veut dire que vous avez un rythme très irrégulier si on regarde d'une nuit à l'autre. Oui. Et vous... La nuit, je vais m'endormir tout de suite. Mais je me réveille souvent. La nuit, je me réveille souvent. Et c'était quoi pour vous la ménopause? Alors la ménopause, c'est la prise de poids, j'étais souvent un peu, je le suis encore, hein. C'est surtout mes bouffées de chaleur qui me dérangent. Mais c'était pas ma question, hein. C'était ma question, c'est ça signifiait quoi pour vous la ménopause? Pour moi, la ménopause, ce que ça a signifié, c'est la fin d'une vie et d'une autre vie qui commence, en fait. Mais vous avez quand même dit la fin d'une vie. Oui, parce que fin de pouvoir reproduire, Parce que sur un plan psychologique, aller dormir, le sommeil, c'est une petite mort. Hein. Et peut-être que cette arrivée de ménopause, pour vous, était peut-être quelque chose de pas terrible et que ça a peut-être un petit peu perturbé votre sommeil. Ah oui, pour moi, la ménopause, c'est pas terrible du tout. Hein. Non, mais pour certaines femmes, c'est pas terrible du tout. Pour certaines femmes, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Mais je sais pas ce que vous en pensez, Sylvie Royan-Parola, mais c'est vrai que pour certaines femmes, la ménopause, c'est très très différent selon les femmes. Ça peut être un vrai drame. Vivent ça vraiment très difficilement, à la fois psychologiquement et physiquement, et d'autres pour lesquelles c'est sur les deux plans ça se passe tranquillement, et parfois sur le plan physique ça peut être aussi très gênant. Mais quand tout à l'heure je disais qu'au niveau du sommeil la ménopause c'était une vraie révolution, c'est vrai qu'au moment, les changements hormonaux de la ménopause font que la structuration du sommeil va se modifier. Et les besoins de sommeil vont être un peu différents. Souvent, il y a des besoins de sommeil moindres, sans plus de fatigue. Hein. Et il y a aussi des éveils, ou des éveils dans la nuit qui apparaissent, alors qu'auparavant, on peut ne pas avoir du tout de réveil, sans compter les suées, évidemment. Mais là, le problème, c'est que ça donne une telle anarchie au niveau des besoins et des envies de dormir qu'on a vite fait après de suivre ça avec des comportements qui vont renforcer cette anarchie. C'est-à-dire regarder la télé, se coucher plus tard, se réveiller, se lever ou pas se lever d'ailleurs, mais regarder son téléphone ou faire des choses en pestant parce qu'on dort pas. Et puis après se rendormir à 7h ou 6h du matin et du coup rester au lit jusqu'à 9h ou plus. Et là, cette anarchie au niveau du sommeil qu'on a instauré va faire que ça va pas être du sommeil qu'on rattrape, mais au contraire du sommeil qu'on déstructure. Et c'est là qu'il faudra regarder comment vous faisiez avant, à quelle heure vous alliez vous coucher, à quelle heure vous alliez vous lever avant, et essayer de vous choisir une fenêtre de sommeil de 7 ou 8 heures dans le lit, mais où vous allez être très régulière dans ces horaires-là. C'est-à-dire qu'avant, si vous vous couchez à 23h et que vous vous leviez à 7h, vous allez faire pareil.
et pas essayer de trichouiller en vous disant je me couche plus tôt, comme ça c'est bien, ou je traîne jusqu'à 1h du matin. Comment vous faites là? Vous êtes dans des horaires très, très irréguliers au niveau du coucher et du lever? Non, je veux dire que c'est pas... Non, c'est régulier. Je me couche souvent vers 23h30. Oui. Et je me réveille vers 8h. 7h30, 8h. Et vous vous levez à 8h ou vous restez au lit si vous êtes... Non, souvent je reste au lit jusqu'à 8h30. Oui. Mais quand je me réveille la nuit, que j'ai du mal à me rendormir, quand vous dites, soit je commence à réfléchir, là c'est mort. Oui. Alors quand je vois que c'est mort, j'essaye, après c'est de la psychologie, mais moi ça me fait du bien. J'essaye de penser à quelque chose de doux, d'harmonieux. Bien sûr, c'est souvent mes balades avec mes chiens. Je vais faire rire tout le monde, mais non, j'ai perdu mon chien ça va faire 2 ans, mon chien. Et je vais dire, et quand je pense à lui, ça me donne... ça me rend un bien-être, en fait, c'est une sensation de bien-être. Je me vois balader avec lui dans les Alpes en Provence et ça me fait un bien fou. D'accord, mais quand vous vous réveillez longtemps la nuit, vous vous levez quand même à 8h30 ou vous allez rester au lit jusqu'à 10h? Ah non, je ne suis pas quelqu'un à rester au lit jusqu'à 10h. D'accord. Bon. Maximum, ça sera 9h, pas plus. Il faudrait juste essayer de choisir un rythme où vous passez que 7 heures dans votre lit, mais régulier. Et vous allez voir qu'au bout de 3 à 6 semaines, votre sommeil va commencer à se régulariser et que l'éveil dans la nuit va s'amenuiser, voire disparaître. Donc ça, c'est un vrai conseil qu'il faut mettre en pratique, oui, Marianne. Beaucoup. Et puis peut-être cesser l'effet nocebo, parce que monter se coucher en disant je ne vais pas réussir à m'endormir, c'est ce qu'on appelle un effet nocebo, c'est le contraire de placebo. C'est-à-dire qu'on se met déjà dans la tête que ça va être compliqué. Donc, Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, cette angoisse d'aller se coucher? Ah bah oui, tous les insomniaques redoutent énormément ce qui va se passer la nuit. Alors parfois c'est vraiment sur l'endormissement, et quand il y a des problèmes d'endormissement, on voit des gens qui rentrent dans l'évitement du coucher, qui retardent. Et puis vous en avez d'autres où c'est sur la continuité de la nuit avec la peur de se réveiller, et puis paf, ça fait qu'ils vont se réveiller en effet. Bon, je vous remercie pour vos conseils. N'en prie. Et puis faites ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être une petite tisane avant d'aller vous coucher. Ça va aider votre corps, puisque j'ai compris que ça permettait au corps d'envoyer le signal du sommeil, quoi, en fait. Oui, puis allez vous coucher aussi que quand vous avez l'impression que vous avez sommeil. C'est-à-dire, il ne faut pas vous dire que vous choisissez un horaire de coucher par rapport à un horaire qui est défini à l'avance. C'est est-ce que j'ai sommeil ou est-ce que j'ai pas sommeil? Si vous êtes parfaitement réveillé, il vaut mieux vous coucher une demi-heure ou 1 heure plus tard, et après vous tenir dans cet horaire-là sur quelques temps pour vraiment régulariser les choses. Mais le pire, c'est de se dire qu'on va se coucher alors qu'on n'a pas du tout sommeil. Ça, c'est pas possible. Voilà quelques conseils que vous pouvez suivre, Marianne. Et puis, on vous souhaite que ça marche, surtout. Merci beaucoup, Brigitte. Je vous en prie. Merci, Marianne. On se retrouve pour le Sexo Conseil. On va parler des caresses. Et puis, nous avons un auditeur qui a besoin de conseils pour ses petites filles. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Eh bien, on va parler des caresses sur les différentes parties du corps dans ce sexe au conseil. Sylvie Royan-Parola. Le visage, c'est un endroit particulièrement intéressant parce que ce sont toujours des caresses très, très tendres, très douces. On va caresser le visage du bout des doigts. On peut caresser, par exemple, le bord des lèvres. On peut caresser les joues, le cou, qui est également
également un endroit très sensible, voire même les oreilles. Et puis évidemment les oreilles, elle les caresse avec les mots, mais c'est important. Par exemple, le lobe de l'oreille, c'est une partie très très sensible, donc c'est pas inintéressant de caresser le lobe de l'oreille. Et on sait que le crâne, un massage du crâne est quelque chose qui détend énormément et qui peut-être d'ailleurs aide à dormir, non je ne sais pas. Non, oui, sûrement, mais enfin, c'est pas facile. En tout cas, si votre partenaire rentre un peu contrarié, fatigué par sa journée de travail, lui faire un petit massage du crâne et puis une caresse du visage, ça peut certainement l'aider à se détendre. Alors, les épaules sont également assez réceptives aux caresses, le dos, bien sûr, et puis évidemment, il y a ce qu'on appelle le creux des reins, qui est une partie particulièrement sensible. Alors, certains apprécient la langue dans le nombril, mais il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on touche leur nombril, donc ça c'est à tester. Et puis, on oublie, mais c'est bien de le rappeler, tous les creux sont sensibles. Le creux des coudes, le creux des genoux, ce sont des parties particulièrement sensibles. Et puis, les pieds, la caresse des pieds, c'est vraiment quelque chose de très très agréable. La plante des pieds, il paraît que chaque zone de la plante des pieds correspond à une partie du corps en médecine chinoise. Vous devez peut-être savoir ça aussi. Est-ce que justement un massage, ça peut aider à s'endormir? Je suppose que oui, puisque ça détend. J'avais une patiente qui avait un compagnon qui était kiné et qui la massait tous les soirs. Enfin, c'est rare. Enfin, c'est rare d'avoir un mari kiné déjà. Voilà. Et qui en plus nous masse tous les soirs. C'était compliqué, oui. D'imaginer comme solution pour tout le monde. Oui, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce Sexo Conseil vous invite à ne pas aller directement aux organes génitaux, essayer de vous amuser sur tout le corps qui est beaucoup plus sensible qu'on l'imagine. Et on évoquait donc le sommeil des bébés, et c'est Jacques qui est avec nous maintenant. Bonjour Jacques, merci d'avoir appelé. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvie, et merci de prendre mon appel. Il faudrait que vous coupiez la radio parce qu'on a un écho là. D'accord, je vais couper ça de suite. Je vous en prie. Voilà, c'est fait. Merci. Donc vous avez 2 petites filles, des jumelles, j'imagine donc. C'est des jumelles, tout à fait. Qui ont 19 mois. Et qui ne dorment pas pratiquement depuis leur naissance la nuit. Ok. Quand vous dites dormez pas, qu'elles ne dorment pas, c'est-à-dire qu'elles dorment environ 1 heure et demie, et après elles se réveillent et il faut les prendre, c'est fini. Et pourtant, avant de les mettre au lit, on les met au calme, on leur fait, elles regardent leurs livres, leurs albums musicaux, etc. pour essayer de faire un petit retour au calme, qu'elles ne soient pas énervées. Et malgré ça fonctionne pas. D'accord. Mais du coup, vous les prenez dans votre lit ou vous les laissez dans leur... Non, on les prend avec nous. Elles veulent pas rester dans leur lit, elles se lèvent. Elles se mettent debout. D'accord. Et c'est comme ça depuis quand elles étaient tout bébé, elles dormaient, non? Oui, tout petites, mais bon, à partir du moment où elles ont eu leur chambre, non, elles dorment plus, quoi. Et est-ce que vous avez consulté avec un médecin et un médecin du sommeil? On a consulté une thérapeute en mémoire cellulaire qui a réussi à déceler des malaises chez les petites, qui leur a parlé comme je vous parle à vous et à Sylvie, et elle comprenait très bien. Bien sûr, mais ce qu'on peut craindre, Jacques, c'est que vous êtes des trop bons parents, c'est-à-dire que dès qu'elles ne dorment pas, vous les prenez avec vous, et donc elles ont compris le truc, elles sont malignes. C'est un peu ce qui nous fait peur. C'est pas qu'il faut pas en avoir peur, mais ça semble être un petit peu ce qui se passe, non? Oui, mais le problème, c'est qu'elles vont pleurer sans arrêt. Oui. Déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est pas les prendre dans le lit, mais mettre des matelas par terre pour en fait négocier déjà qu'elles ne dorment pas dans votre lit parce que vous dormez plus à ce moment-là. Oui. Mais qu'elles dorment dans la chambre sur le matelas. Et puis ensuite, progressivement, quand elles vont dormir sur le matelas, que vous les réhabituiez certaines nuits à les remettre dans leur chambre
Mais je pense qu'il faut que vous soyez aidé par un thérapeute, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un spécialiste de trucs moléculaires, là. Oui, mais cellulaire. Cellulaire, pardon. Il faudrait voir un médecin du sommeil ou un pédiatre déjà pour ça, pour en parler avec eux. Ma fille les a emmenés chez le pédiatre. Et il en ressort rien, quoi. Elle nous dit qu'elles sont en bonne santé, que tout va bien, et voilà. Oui, mais il y a un travail de possible, ou une psychologue, un travail de possible à faire pour pouvoir, disons, dépassionner un peu les choses, que vous repreniez un peu votre autonomie par rapport à vos filles, parce que, enfin, vous êtes le grand-père, du coup. Oui, c'est ça, je suis le grand-père, moi. Ah oui, c'est ça. Pour que votre fille puisse reprendre un peu d'autonomie par rapport à ça, parce que là, j'ai l'impression qu'ils se font complètement balader par vos petites filles. Oui. Je vous dis, c'est ce qu'on craint, parce que... mais alors, attendez, c'est intéressant, parce que vous êtes donc les grands... Enfin, le grand-père, et je suppose qu'il y a une grand-mère. Vous les prenez de temps en temps chez vous ? Oui. Et alors, ça se passe comment ? Pareil. Donc, elles finissent dans votre lit aussi ? Ben oui. Ah. Enfin, on en prend une chacun, parce que moi, du coup, je vais dans une autre chambre, parce qu'il y en a une qui ne veut aller qu'avec ma femme, et l'autre, elle vient avec moi. Oui, alors il y a un vrai travail à faire sur d'explication avec les enfants, et là, pour le coup, elles comprennent très bien. À 19 mois, c'est tout à fait clair. Et il y a vraiment remettre un cadre et dire que bon, il y a peut-être eu des difficultés, mais que là, il faut changer. Donc c'est un vrai travail d'accompagnement psychologique pour remettre ce cadre. Et ça ne peut être que votre fille et son mari qui y vont tous les deux, et avec les petites. Ouais. Parce que là, il y a une situation qui s'est instaurée qui fait qu'il y a trop de bénéfices secondaires pour les petites puces, là, et qui mènent par le bout du nez les parents, et à l'occasion par les grands-parents aussi, d'ailleurs. Oui. Parce que je pense que ça, elles en sont conscientes. Ah oui, sûrement. Elles sont malignes, elles ont compris. Comme je dis, celui qui leur a appris à marcher savait courir. Oui, c'est vraiment important que les enfants apprennent à dormir indépendamment du lit des parents, parce que sinon, il n'y a pas de coupure. Si ça, vous l'entendez et vous le comprenez très bien, Jacques. Oui. D'accord. Donc c'est bien d'aimer ses enfants, mais il faut aussi faire un petit peu preuve d'autorité, et puis sans doute que les premières fois on a préféré les prendre dans le lit plutôt que de les laisser pleurer, et puis maintenant elles ont compris le truc. Mais c'est pour ça qu'il faut un tiers, parce que ça peut pas être simplement votre fille et son compagnon vis-à-vis des petites. Il faut vraiment qu'il y ait un tiers extérieur qui souligne l'incongruité de la situation, et qui explique à la fois aux petites et aux parents ce qui est en train de se passer et comment on va pouvoir remettre des règles du jeu. Oui, d'accord. Voilà. En tout cas, c'est pas qu'elles ne dorment pas, c'est qu'elles ont compris que c'était beaucoup mieux avec papa ou maman. Oui, je pense qu'il y a une grande part de ça. Oui, parce que quand elles sont dans le lit de papa-maman, elles dorment très bien. Voilà. Ah oui. C'est super. Et oui. Merci de votre appel, Jacques, parce que ça permet de remettre un petit peu de certaines choses à leur place, évidemment. Chantal est avec nous. Bonjour, Chantal. Oh là là, Chantal, on vous entend pas très bien. On va essayer de retrouver Chantal. Voilà. Oui. D'ailleurs, vous parliez hors antenne des terreurs nocturnes des enfants, des petits enfants. C'est pareil, c'est très très inquiétant pour les parents. Mais en même temps, c'est pas très grave, c'est un peu ce que vous disiez. Non, c'est quasi évolutif au niveau du fonctionnement du système nerveux. Et il y a des enfants qui passent par cette case-là. Alors, pas tous les enfants, mais beaucoup d'enfants. C'est à peu près 10%, 10 à 20% des enfants qui en présentent. Donc, c'est beaucoup. Et c'est très, très, très inquiétant pour les parents qui sont réveillés en pleine nuit par un cri.
Parfois, il y a un gamin qui court dans l'appartement ou dans la maison. Donc, c'est très impressionnant. Ils ont l'impression, enfin, ils pensent qu'il y a un danger imminent. Alors, il faut bien sûr aller voir, hein, dans tous les cas, même si on se dit que c'est encore une terreur nocturne. Ce qui est pas l'habitude, hein. C'est tellement impressionnant que les parents, généralement, minimisent pas. Au contraire, ils ont plutôt du mal à pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Mais le petit, il va se rendormir. Je dis le petit parce que c'est plus souvent chez les garçons. Et il va se rendormir dans les 3 minutes, alors que les parents vont être complètement terrorisés aussi et vont mettre une demi-heure, voire plus, pour se rendormir. Oui. Oui. Donc c'était bien de le signaler. Chantal, est-ce qu'on vous entend bien maintenant? Bonjour Chantal. Alors, bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Bonjour, tout va bien, on vous entend bien, allez-y. Bon, parfait, entendu. Écoutez, moi je viens vers vous parce que justement par rapport à cette émission, j'ai des périodes de difficulté à m'endormir en fait, et quand je commence à m'endormir, j'ai une peur qui vient, la peur de ne pas pouvoir s'endormir. C'est très bizarre, en fait. Et du coup, ça me réveille, alors que je suis sur l'endormissement, ça me réveille. Et là, après, je mets des heures avant de m'endormir. Et c'est par vague, en fait. J'ai des périodes comme ça qui durent quelques mois. Et puis ensuite, le problème, voilà. Et le problème n'est plus là. Et puis ça revient. Et puis voilà, c'est comme ça chez moi depuis pas mal d'années, quoi. Oui, mais là, c'est typiquement le genre de choses où il faut vraiment que vous appreniez une technique soit de relaxation, soit de méditation, en tout cas avec la base autour de la respiration, pour pouvoir systématiquement, rituellement, débrancher, vous endormir en faisant des exercices respiratoires et de concentration sur tout à fait autre chose, pour finalement ne pas laisser l'occasion à cette pensée-là de faire intrusion. D'accord. Mais les exercices de respiratoire, il faut les faire pas au moment de vous endormir. Hein. Au début, vous les apprenez pendant la journée. Une fois que vous connaissez bien la technique, vous la pratiquez en vous couchant. Mais il faut vraiment l'apprendre d'abord dans la journée. Vous posez, il suffit de 5-10 minutes, grand maximum, 1 ou 2 fois dans la journée. Vous faites vos exercices. Au début, c'est un peu besogneux parce qu'on n'y arrive pas bien. Et puis, au fur et à mesure, ça devient plus facile. Et du coup, quand vous voyez que c'est facile, vous pouvez le mettre en œuvre le soir au moment de vous coucher. D'accord. Parce que c'est quelque chose que j'arrive à faire dans la nuit lorsque je me réveille, pour aller aux toilettes ou autre, et j'arrive à me rendormir justement en me fixant sur ma respiration, ou voilà, ça j'y arrive parfaitement bien. Mais le problème pour moi, c'est le soir, quoi. Donc, ce qui fait que je recule l'heure du coucher. Dans ces périodes-là, voilà, je suis obligée de mettre des choses en place, mais malgré ça, mais j'ai pas mis cette technique de respiration comme vous venez de m'expliquer. Et vous devez l'instaurer dans le rituel du coucher en réalité. D'accord, je comprends. Ok, bon, mais c'est quelque chose que je vais mettre en place parce que sinon, mes nuits sont des nuits de 8 heures de sommeil environ. Je trouve que mon sommeil est plutôt de bonne qualité, mis à part les cauchemars en ce moment, parce que ma situation est un peu difficile, mais autrement, j'ai une bonne qualité de sommeil et le matin, je me lève, je suis pas fatiguée, quoi. Ça, c'est très bien. Oui. Mais vous savez, on a tout à fait le droit de faire une mauvaise nuit de temps en temps. Hein. C'est normal. Oui, bien sûr. Il y a tout, par rapport à tout ce qu'on vit, toute situation délicate et tout le reste. Mais cette peur, j'ai l'impression que cette peur entraîne une autre peur, quoi. Notre inconscient nous joue des tours, Chantal. Il y a certainement quelque chose inconsciemment qui vient vous tirer les oreilles ou les pieds ou je ne sais quoi, mais en tout cas, et peut-être qu'en effet, puisque vous savez le faire dans la nuit, je pense que ça va être assez facile pour vous de mettre en place ce rituel-là. J'ai déjà essayé de mettre différentes choses en place, mais ça vient encore plus fort que le reste, quoi. Ça revient par-dessus tout.
Voilà, cette peur d'avoir peur. Alors, ce qui peut peut-être marcher pour là, je le dis pas pour vous puisque vous savez, vous avez appris la respiration, mais je le dis pour d'autres personnes. Ce qui peut peut-être parfois marcher aussi, c'est se réciter. Alors pourquoi pas une prière ou un poème qu'on connaît par cœur, une sorte de mantra au moment de s'endormir. Et parce que là, c'est pareil, ça va nous éloigner des pensées qui nous empêchent de nous endormir. Mais voilà, j'ai essayé ces différentes techniques, mais j'arrive à m'endormir, mais ça dure, je sais pas, peut-être 20 secondes, 30 secondes, je sais pas. Et quand dans mon inconscient, je me rends compte que je m'endors, c'est là où j'ai une espèce de sursaut. Et que... Oui, c'est bien quelque chose d'inconscient qui vient, enfin pas totalement inconscient puisque ça vient quand même à la conscience, mais pas totalement. Et quand j'étais jeune, je me souviens, je me réveillais tout le temps et je me réveillais en sursaut et j'étais à la fenêtre face à un mur. Et ça, c'était toutes les nuits pratiquement. Donc, j'ai pas compris. Face à la fenêtre. Vous sortiez du lit alors du coup? Ça, c'était un genre de cauchemar que je faisais toutes les nuits. Et je me réveillais, j'étais à la fenêtre et derrière cette fenêtre ouverte, il y avait un mur, quoi. Donc une impossibilité de fuir. Oui. Impossibilité de fuir, voilà, exactement. Donc c'est peut-être à vous de chercher ce que vous essayez de fuir. Eh bien, oui. Bravo. Oui, il y a peut-être des angoisses qui remontent de temps en temps. Je crois que vous avez une idée de ce que vous voulez fuir. Hein. Oui, complètement. Oui. Bon, donc c'est ça qu'il faut travailler aussi, Chantal. Entendu, très bien. Bon, je vais mettre cette technique en place de respiration à l'endormissement. Merci Chantal. Merci beaucoup. Au revoir. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Avec Didier Pleu, demain, nous évoquerons le bon sens. De quoi s'agit-il vraiment et comment éduquer les enfants pour leur transmettre cette qualité? Venez apporter votre témoignage au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Royan-Parola et je rappelle le titre de votre livre, Notre sommeil, une urgence absolue aux éditions Odile Jacob. Et on a bien entendu qu'en effet, beaucoup de gens ont des problèmes de sommeil. Est-ce que c'est votre cas, Eric? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Bonjour. Bon. Alors voilà, donc moi en ce qui me concerne, ça va pas trop mal au niveau du sommeil. Après, on apprend à se connaître. Moi, je sais que si je veille jusqu'à minuit, la journée qui suit, je suis un peu en vrac. Et la bonne heure pour moi, c'est 23 heures. Voilà. Bon, moi, j'arrive à me caler comme ça. Parce que si vous vous couchez à minuit, il vous manque une heure de sommeil, en fait, c'est ça? Ah oui, et oui. Et en fait, moi, ma mère me disait, les heures avant minuit comptent double. Et en fait, j'arrive à le prouver. C'est-à-dire que quand on se couche une heure plus tôt, ça fait une heure de fatigue en moins et une heure de sommeil en plus. C'est pour ça que ça compte double. C'est comme c'est maman qui l'a dit, on ne va pas vous contredire, hein, mais... non, mais c'est surtout vous êtes... Une heure plus tôt, c'est une heure de fatigue en moins et une heure de sommeil en plus. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ça prouve qu'il y a une notion de rythme qui est importante et que vous, notamment, vous avez votre rythme qui se situe avec un endormissement à 23 heures et un lever à quelle heure? C'est variable, on va dire 7 heures du matin, aux alentours de 7 heures. Oui, c'est ça. Donc vous êtes dans le standard, je dirais, avec 8 heures de sommeil. Mais c'est très, très palpable chez certaines personnes. Hein. Le fait de tenir le soir plus tard que d'habitude peut être vraiment très difficile. Hein. Mais il y a d'autres gens, évidemment. Il y a des couches tard. Le soir, c'est le moment où ils sont bien, ils se réveillent, ils sont au contraire efficients et tout. Voilà, le tout est de savoir quel est son rythme. À la limite, ça vous permet d'anticiper. Et puis, j'imagine que s'il y a une soirée chez des amis et tout, vous allez tenir. Mais ce sera plus dur que d'autres de vos copains qui vont être plutôt du soir. C'est comme ça. Pour ce qui est de l'endormissement, moi, j'ai une astuce. En fait, vous savez que, bon, il est souvent dit qu'il faut éviter la lumière, il faut éviter les écrans. Moi, le soir, je suis devant 2 écrans. Je suis devant l'ordinateur et la télévision. Donc, vous voyez, les écrans, je les cumule. Et pour autant, j'arrive à m'endormir en 5 ou 10 minutes.
Alors je fais quoi? C'est simple, j'utilise un surmatelas chauffant. Parce que j'ai compris que l'endormissement, c'est une question de température du corps. Le fait de rentrer dans un lit chauffé, parce que c'est ce que je fais, moi, sur matelas chauffant. C'est pas une couverture chauffante, c'est un surmatelas chauffant. Je le mets sur une minuterie, c'est-à-dire il se déclenche le soir à 21h, il se coupe à minuit. L'idée, c'est de rentrer dans un lit chauffé. Et le fait de rentrer dans un lit chauffé, je m'endors beaucoup plus vite. Et j'ai l'impression aussi que mon sommeil est plus profond. Alors, vous savez, nos ancêtres mettaient des bouillottes ou dormaient avec des chaussettes. Pour ça, parce qu'en fait, on ne peut pas s'endormir si on a les extrémités froides. Il faut que les extrémités se réchauffent. Et donc, tout moyen qui va chauffer l'intérieur du lit va être intéressant. Donc, c'était un conseil très judicieux que donne Eric, alors visiblement. Ah oui, tout à fait, de dormir. Alors après, avec les écrans, je ne peux plus partager, mais si vous voulez, pour le commun des mortels, il vaudra mieux éviter les écrans. Maintenant, pour vous, ça vous pose pas de problème, tant mieux. Ça vous pose pas de problème maintenant, c'est-à-dire que quand quelqu'un dort bien, il a finalement toute l'attitude dans ce qu'il peut faire. Il peut faire même des choses qui sont plutôt pas très bonne pour le sommeil, il va quand même dormir. Le problème, c'est que quand vous commencez à avoir des problèmes de sommeil, il faut faire la chasse à toutes les mauvaises habitudes. Alors autant là, pour le coup, la couverture chauffante, je vous dirais oui, mais là, si vous commenciez à mal dormir, il faudrait vraiment arrêter les écrans avant de vous coucher. Oui. Mais moi, je vous dis, j'ai pas de souci avec les écrans. Alors, je précise bien, c'est sur matelas chauffant. C'est différent de la couverture chauffante. Oui. Ce matelas chauffant, ça se pose sur le matelas et quand on est couché sur le dos, on a la chaleur dans le dos. Oui, on avait bien compris. En plus, ça relaxe. L'intérêt, si vous voulez aussi, c'est que ça relaxe. Et du fait qu'on soit relaxé, qu'on se sente, on a l'impression de se sentir en sécurité. En plus, on a un sentiment de bien-être et on s'endort. Pour moi, je m'endors beaucoup plus vite. Moi, j'en ai parlé à plein de gens. Je trouve que c'est tout à fait un très bon conseil et on prend, Eric, et on a compris. Merci beaucoup. Merci. Je vous coupe parce qu'on a un autre appel qui voudrait poser une question. Donc, on profite de la présence de notre invitée Sylvie pour donner la parole à Ludo qui veut vous poser une question. Bonjour Ludo. Bonjour Ludo. Oui, bonjour. Voilà, je souhaite juste avoir quelques renseignements. J'ai été malade du cœliaque. Et pourtant, avant, j'avais aucun souci pour m'endormir, quels que soient les problèmes que je peux rencontrer dans la vie en général. Ça ne m'empêchait pas de me coucher. Une fois que j'étais couché, j'étais à plat. C'était parti pour 8 heures. Et depuis que j'ai eu le cœliaque, je me suis retrouvé à court de sommeil. C'est-à-dire que j'avais énormément de difficultés à trouver le sommeil et à passer une nuit bien reposant. Donc, je souhaite savoir, est-ce que le microbiote peut être en relation avec le sommeil? Est-ce que ça joue un rôle déjà? Et la deuxième chose, est-ce que aussi le sommeil joue un rôle aussi sur tout ce qui est érection, tout ce qui est l'humeur et tout ça. Voilà. Vaste sujet, parce que effectivement, le sommeil, il va intervenir dans tout ça. Alors, le microbiote, vous savez qu'on a des études qui sont pas si vieilles que ça. Ça fait qu'une dizaine d'années qu'on se rend compte que le microbiote joue un rôle extrêmement important, parce que, en fait, l'intestin est en quelque sorte le deuxième cerveau. Il est très très riche en terminaisons nerveuses et notamment avec des neuromédiateurs qui sont impliqués dans la régulation du sommeil. Donc, dans les maladies cœliaques notamment, il y a souvent des troubles du sommeil. Par quel biais précisément, c'est peut-être difficile. C'est quoi une maladie cœliaque? Parce que moi je ne sais pas, donc je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne savent pas non plus. Une maladie cœliaque, il y a une malabsorption au niveau digestif. D'accord. Et donc souvent des troubles digestifs avec une intolérance à certains, au gluten ou choses comme ça. Mais aussi des troubles digestifs avec des diarrhées et des douleurs. Mais du coup, c'est une maladie qui existe depuis l'enfance et il y a parfois des diagnostics qui sont un peu plus tardifs, comme pour ce monsieur. Toujours est-il que, alors pour le coup, là, le sommeil
et le lien avec tout ce qui va être régulation neurovégétative, alors tout ce qui va être l'humeur, l'émotivité, la régulation du moral, c'est extrêmement fort. Et la régulation aussi de tout ce qui va être de l'érection, vous disiez tout à l'heure, ça va jouer énormément parce que à la fois c'est très sensible à l'humeur, mais c'est aussi très sensible à tout ce qui est neurovégétatif qui va être mis en jeu pendant le sommeil. Vous savez par exemple que pendant le sommeil paradoxal, c'est un moment qui est très particulier parce que c'est un stade de sommeil où il y a à la fois un relâchement musculaire complet, une activité du cerveau qui est proche de celle de l'éveil et une érection. Une érection chez l'homme, chez la femme, chez les bébés, chez les sujets âgés. Donc, oui, il y a une intrication qui est extrêmement forte à ce niveau-là. D'accord. Bon, mais ça, ce sont entre guillemets des renseignements qui vont beaucoup m'aider. Et je souhaite savoir, est-ce que en se couchant à 19h, et tiens, j'ai perdu le fil de ma question. Mais quand on dort 6 heures, et admettons le week-end, on passe juste une nuit à 8 heures, est-ce que c'est normal d'être très fatigué? Et pourtant, on a dormi 2 heures de plus. Vous voulez dire vous êtes fatigué le week-end alors que vous dormez 2 heures de plus et vous n'êtes pas fatigué la semaine? Voilà. La semaine, je fais. Oui, mais c'est peut-être parce que la semaine vous êtes en tension perpétuelle, donc vous tenez, et puis le week-end vous relâchez, et donc même si vous dormez 2 heures de plus, en fait, il faudrait dormir 48 heures pour récupérer peut-être le manque de sommeil si vous avez besoin de plus de 6 heures. C'est compliqué le sommeil. Vous avez en fait des besoins de sommeil qui sont très différents selon les gens, mais il y a des très courts dormeurs qui vont avoir besoin de 5-6 heures de sommeil dans la nuit, et d'autres qui vont avoir besoin de 8-10 heures pour la même fonction. Et par contre, ce que l'on sait, c'est que quand on a un certain type de besoin, si on dort moins que ce besoin-là, on n'est pas bien. Et si on dort plus que ce besoin-là, on n'est pas bien non plus. Donc, dans votre cas précis, je ne sais pas si c'est en fait systématiquement quand vous dormez plus que vous êtes moins bien, ce qui irait dans l'idée que votre temps de sommeil, là, finalement, vous essayez de le pousser un peu trop loin et finalement, vous avez une inertie du sommeil qui fait que ça va vous accompagner toute la journée à être pas bien. Et après, vous pouvez avoir des phénomènes de stress qui vont faire que le week-end, vous relâchez et du coup, vous êtes beaucoup moins performant parce que finalement vous êtes en récupération, si je puis dire, mais tout le temps. En fait, donc, ce serait pendant Merci Ludo en tout cas, mais juste pour conclure, pour trouver son bon rythme du sommeil, ce serait pendant les vacances qu'il faudrait se laisser aller à écouter voilà, est-ce que le pendant les vacances, ça permet de voir un peu le temps de sommeil dont on a vraiment besoin, sachant qu'en vacances, on dort toujours un petit peu plus. C'est-à-dire... Parce que le problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils sont obligés de se lever à une certaine heure par rapport au travail, et donc finalement, ils essayent de se coucher à l'heure en comptant le nombre d'heures dont ils ont besoin, mais si ça se trouve, ça ne correspond pas à leur rythme de sommeil. Ah, mais il y a plein de gens qui ne sont pas du tout en accord avec leur sommeil et qui sont... parce que leur sommeil est imposé par leur rythme de vie. Mais c'est évidemment pas du tout idéal. Donc le seul moyen de trouver son vrai bon rythme de sommeil, ce serait pendant les vacances d'attendre d'avoir envie d'aller se coucher et puis de voir à quelle heure on se réveille. À quelle heure on se réveille et combien de temps on dort. À condition qu'on n'est pas à côté de quelqu'un qui se réveille et qui nous réveille. Enfin, donc c'est pas simple. C'est pas facile. Non, mais c'est vrai. Il faudrait aller passer une semaine sur une île déserte. Voilà, c'est ça, sans personne, parce que finalement. Peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont des problèmes de sommeil ou des difficultés, etc., c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur bon rythme de sommeil. C'est possible, absolument. Donc, il y a du boulot, mais c'est à chacun d'essayer d'analyser, et puis peut-être que tous les conseils que vous avez donnés durant ces 2 heures peuvent nous aider. En tout cas, si vous avez besoin de plus de conseils, le livre s'appelle Notre sommeil, une urgence absolue, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie Royan-Parola,
Merci. Et puis peut-être à une prochaine fois. Tout de suite, vous allez retrouver Alexandre Dolovan. Et puis demain, nous allons recevoir Didier Pleu. Didier Pleu, vous le savez, c'est lui qui a beaucoup travaillé sur la nécessité de l'autorité dans l'enfance, sur la question de la frustration. Et il a envie de revenir sur un sujet qui me paraît tout à fait intéressant. Il a envie de revenir sur le bon sens. Est-ce que nous manquons un peu de bon sens en ce moment? Est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir à ce fameux bon sens qui est quelque chose que on a tendance à perdre peut-être avec notre monde moderne? J'ai l'impression que vous êtes d'accord avec ça, Sylvie. On en parle demain avec Didier Pleu. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.